Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette 9e session Ask Me Anything organisée par le groupe du Young Mencken Forum de la SCT. Et cette session est aujourd'hui consacrée au travail dans l'industrie à l'étranger. Donc, notre groupe est constitué de 9 personnes venant à la fois d'industrie et de laboratoires académiques. Et notre objectif est de promouvoir la chimie médicinale auprès de la jeune communauté de chimistes. Et pour cela, nous participons à l'organisation de plusieurs actions, donc ces discussions informelles comme les sessions Ask Me Anything, que vous pouvez retrouver ensuite sur notre chaîne YouTube du groupe YMCF. Nous avons également mis en place des mappings où vous pouvez retrouver l'ensemble des masters en chimie médicinale en France, ainsi que les laboratoires académiques et les entreprises qui travaillent en chimie médicinale. Donc là, nous sommes en train de revoir cette partie-là sur le site de la SCT qui est pour l'instant dysfonctionnel. Nous venons de lancer pour cette année une nouvelle session de mentoring consacrée aux thèses en première année ou aux étudiants en master. Et nous réalisons également des vidéos pour promouvoir de récentes publications réalisées par des étudiants en thèse ou des postdocs, là encore que vous pouvez retrouver sur notre site de la SCT YouTube tous les mois. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur différents sites, le site de la SCT, sur LinkedIn, sur Twitter et également sur YouTube. Et vous pouvez nous contacter à travers l'adresse mail que vous avez juste en bas de l'écran. N'oubliez pas lors de cette session d'allumer votre caméra si possible lorsque vous posez les questions pour plus de convivialité. Et n'oubliez pas également d'éteindre votre micro lorsque vous ne parlez pas. Et je vous rappelle que cette séance est enregistrée justement pour diffuser sur notre chaîne YouTube. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Léa Boucher, la première intervenante de cette session, qui va se présenter. Merci Sandy. Donc bonjour à tous et bienvenue de ma part à cette dernière session AMA de l'année 2023. Donc mon nom est Léa Boucher, je travaille actuellement comme Principal Scientist à Hoffmann-la-Roche, qui est une industrie pharmaceutique qui est localisée en Suisse à Bâle. Et donc sur ce slide, vous voyez un petit peu mon parcours. Donc je suis originaire de Paris, je suis née à Paris. J'ai effectué toutes mes études de chimie organique jusqu'au master à l'université Pierre et Marie Curie, qui je crois s'appelle maintenant la Sorbonne, donc sur le campus de Pierre et Marie Curie. Et au cours de ces études, j'ai fait 2 stages en industrie, dont un à Sanofi Aventis en chimie médicinale. Donc, c'était mon stage de M1. Et du coup, ça a été ma première interaction avec la chimie médicinale, même si je dois dire que j'étais principalement au labo. Et là, j'ai fait la synthèse de molécules anticancéreuses. J'ai finalisé mes études par un stage de Master 2 en organocatalyse dans l'équipe du professeur Eric Rose. Donc, c'était aussi à l'université de Pierre-Marie Curie. Et ensuite, j'ai décidé de quitter la France pour aller en Allemagne et pour effectuer une thèse. Donc ça, c'était à Berlin. Donc j'ai fait une thèse aussi en synthèse organique, où j'ai fait principalement de la clinique chimie. Et donc c'était dans le groupe de Hans Ulrich Reissig à la Freie Universität Berlin, qu'on dit en français l'Université libre de Berlin. Et donc après cette thèse, j'ai effectué 2 cours post-doc, un en académique, en collaboration avec l'hôpital de la Charité. Donc là, j'ai plutôt travaillé dans un registre complètement différent. Je travaille dans un laboratoire de biophysique et le but, du coup, c'était de tester les molécules que j'avais synthétisées pendant ma thèse et de tester leur activité. Et j'ai fait un deuxième postdoc en industrie qui était à Bayer, en chimie médicinale, où en fait, j'ai eu la chance après d'être embauchée après un an, qui était en 2015, je crois, donc en chimie médicinale également en tant que chef de laboratoire. Donc c'est vraiment là que j'ai tout appris en ce qui concerne la drug discovery, hein, donc en industrie pharmaceutique, pardon. Donc vraiment du début où on trouve la petite molécule jusqu'à l'identification du candidat médicament. Donc à Bayer, j'y suis restée 7 ans. J'ai travaillé dans différents projets, principalement en oncologie. Ce que j'en ai bien mentionné, pour vous montrer que c'est aussi possible, il y a des collaborations avec la pharma. Et donc j'ai eu des projets en collaboration, par exemple avec le Broad Institute, qui est aux US, à Boston, ou aussi avec le SGC, qui est le Structural Genomic Consortium. Et il y a plein de sites un peu en Allemagne ou aussi au Canada. Donc en 2019, j'ai décidé de faire quelque chose de complètement différent. Juste pendant une petite période, il y a des possibilités en industrie pour faire des échanges entre fonctions ou alors faire un stage pendant une courte durée. Et donc là, en fait, je suis allée dans le centre d'innovation de Bayer,
dans un département qui s'appelle l'Alliance Management, donc c'est là où on gère les collaborations. Et je suis partie en Chine, à Pékin, où j'ai découvert du coup un métier un petit peu différent. Et donc là, notamment, c'était de visiter les universités, donc celles de Pékin et de Tsinghua, et d'essayer de trouver des nouvelles collaborations potentielles qui pourraient être intéressantes pour Bayer. Et finalement, en 2021, j'ai décidé de sortir de la zone de confort, qui pour moi était Bayer et l'Allemagne, donc plus la France, mais l'Allemagne. Et donc c'est pour ça que j'ai changé ensuite de poste et que je suis rejoint Hoffmann La Roche, où j'y travaille actuellement depuis 2 ans et demi à peu près, en chimie médicinale. Et je travaille encore sur un projet en oncologie. Voilà. Et avec ça, je vais passer la parole à Maxence. Merci Léa. Donc Maxence, à toi. Merci Léa, merci Sandy. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Maxence Voss et c'est pareil, je suis Principal Scientist, mais dans une organisation contractuelle de recherche qui est un petit peu différente de l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que nous, on fait de la recherche pour un client qui est souvent une biotech ou une pharma, justement, et qui est basé à Montréal, au Canada. Donc, moi, je viens de Bordeaux, mais j'ai fait toutes mes études à Montpellier. Donc, j'ai fait ma licence et mon master à l'Université de Montpellier 2. Et j'ai fait mon stage de master à l'Institut des biomolécules Max Mousseron sur les oligonucléotides. Ensuite, j'ai continué vers un doctorat en chimie organique. Plus spécialement, j'ai fait de la catalyse énantiosélective avec le docteur Emmanuel Riguet à l'Université de Reims. Et après mon doctorat, j'ai décidé de partir faire 2 postdocs. Donc, le premier à Rouen, au sein du Cobra, pour faire de la chimie du fluor, donc toujours en catalyse énantiosélective. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre le laboratoire du professeur André Charette à Montréal en 2017, dans lequel j'ai continué encore à faire de la catalyse énantiosélective et aussi de la chimie en flux continu. Et à partir de 2018, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Nuchem Science comme simple scientifique. Et un petit peu comme Léa, moi j'avais un background qui était très chimie organique, catalyse, énantiosélective. Et j'ai appris toute la diversité et toute la chimie médicinale à Nuchem. Et aujourd'hui, moi je suis principal scientist ici sur un projet, ce qu'on appelle CNS, donc qui vise le cerveau, Central Nervous System en anglais, et qui a pour but de traiter Alzheimer. Donc, ravi de vous rencontrer aujourd'hui et j'espère que vous aurez plein de questions à nous poser. Merci Léa et Maxence. Donc on va pouvoir ouvrir la discussion. N'hésitez pas, vraiment, on est là pour vous, pour répondre à vos questions. En tout cas, Léa et Maxence sont là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à prendre la main, hein. Je suis sûr que vous avez plein de questions. Pour ceux qui n'osent pas, il y a aussi la possibilité d'utiliser le chat, hein. Après, on peut déjà commencer par répondre à celle-là, Léa, si tu veux. Je pense qu'on l'a un petit peu dit dans nos bios. En fait, par exemple, là, moi, rien ne m'a poussé à aller chercher un job à l'étranger. C'était plus une question justement de circonstances. J'étais ici à Montréal en postdoc. Il y a cette opportunité qui s'est ouverte. On m'a contacté et après l'entretien, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Et pour le coup, l'immigration avec le Canada est quand même assez facilitée pour les Français. Donc, pour moi, ça a été quelque chose qui a été assez facile. Pour l'instant, moi, j'ai pas de regrets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau des hésitations, par exemple, c'est vrai que il faut savoir qu'on est très loin de tous les gens qu'on connaît. Donc, moi, à titre personnel, pour partager mon expérience, j'ai une petite fille de 2 ans. Ma conjointe est française aussi. Donc, c'est vrai que pour voir toute la famille, les grands-parents, tout ça, c'est pas quelque chose qui est très évident non plus. Ça peut faire partie aussi des hésitations que je ne sais pas si vous avez également. Mais au final, la vie d'expat, c'est quand même pas si mal.
Si je peux continuer, mais j'ai une expérience assez similaire à Maxence. J'étais déjà en postdoc à Bayer. Du coup, quand on a la possibilité d'avoir un poste de chef de laboratoire, c'est un peu difficile de refuser. Pour moi, c'était un peu pareil, hein. J'étais à Berlin déjà depuis un moment, donc j'avais mes amis, mon réseau aussi et ma vie déjà à Berlin. Donc finalement, c'était un passage relativement facile. Je pense que la première difficulté, c'est quand je suis partie à Berlin pour la thèse. Et là, un petit peu comme Maxence, et surtout à l'époque où moi je l'ai fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Donc il y a des grands moments de solitude, hein, je vais pas vous le cacher. Mais finalement, on trouve d'autres expats, donc ça permet de rencontrer des gens. Et je dois dire qu'il y a aussi maintenant beaucoup de réseaux, hein, sur Facebook. Il y a les Français à l'étranger. Donc j'avoue que j'ai pu rencontrer plein de gens comme ça aussi, grâce aux meetups et au réseau Facebook, par exemple. Voilà. Bonjour, merci beaucoup à tous les deux. Je vais activer la vidéo, sinon vous n'allez pas me voir. Merci beaucoup à tous les deux de vous être présentés. Moi, j'ai une question. Je suis en deuxième année de thèse et du coup, je me demande qu'est-ce qui vous a poussé, vu que j'ai vu que dans vos parcours, vous étiez tous les deux dans une thèse académique. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir plutôt vers l'industrie plutôt qu'à à rester dans un circuit académique? Léa, je t'en prie. Je réfléchis. Euh, C'est-à-dire que ce sont deux voies quand même qui sont complètement différentes. Moi, je sais que ce que j'avais envie aussi, alors ça peut-être que Sandy aussi pourra commenter là-dessus, c'est de faire partie de la découverte du médicament en entier, c'est-à-dire du hit identification jusqu'au process. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étapes et c'est des choses qui prennent très longtemps et qui ne sont pas forcément, pour lesquelles les académiques n'ont pas forcément l'argent et la force financière pour pousser tout ça, aller très loin sur la découverte d'un médicament. Parce qu'il faut savoir que la découverte d'un médicament, ça ne s'arrête pas juste à avoir une activité dans un assay cellulaire. Et donc, pour moi, c'était l'opportunité aussi de voir ça et aussi de découvrir ce qui était l'industrie, d'être exposé justement à tous ces corps de métier, donc du chimiste médicinal qui va synthétiser les premières molécules, faire la structure, ce qu'on appelle la SCR, c'est, je suis désolé, je mets juste en anglais, relation structure-activité, donc entre la structure de la molécule et l'activité qu'on observe. Et puis après aussi passer plus loin, ce qu'on appelle lead optimization, route scouting, tout ce qui est partie process pour adapter la synthèse que les chimistes médicinaux ont fait sur souvent 10-20 mg à plusieurs kilos, pour pouvoir tester dans les animaux. Moi, c'était une belle opportunité aussi de découvrir tous ces métiers-là. Pour le coup, moi, je n'étais pas forcément fixé sur le fait de rester pour toujours dans l'industrie, mais je pensais que c'était une bonne opportunité de découvrir toute cette voie de la découverte du médicament. Mais moi, j'étais attiré par les deux. J'avoue que je me suis senti très bien là où je suis à l'heure actuelle, donc ce qui fait que j'ai continué, mais je n'avais pas forcément de préférence particulière. Ok, merci. Je sais pas si ça Ouais. répond à la question. Oui, oui, tout à fait. Moi, enfin, je sais pas si vous avez vraiment, enfin, l'idée que j'ai de l'industrie, c'est quand même c'est assez segmenté dans les différents départements. Et du coup, j'avais plutôt l'impression que justement en académique, on pouvait plutôt voir la modification jusqu'au bout. Bah alors, si je peux intervenir, pas du tout, hein, finalement. Il y a beaucoup, c'est vrai que c'est très grand, donc tu vas avoir plein de départements différents, ils sont peut-être loin de chacun, mais on fait vraiment attention qu'il y a beaucoup de collaboration entre ces départements. Donc du coup, même là à Roche, par exemple, on est en train de construire un nouveau bâtiment pour qu'on soit tous dans le même bâtiment. Donc le but, c'est vraiment de collaborer au maximum. Et finalement, même si c'est grand et c'est différent, on va avoir toujours des interactions ensemble constamment, que ce soit tous les jours ou au quotidien. Donc, ouais, c'est. Alors, je ne sais pas si les différences avec l'académique, mais du coup, en tout cas, en industrie, les collaborations sont fortes entre les départements. Ok, merci beaucoup.
Et puis c'est surtout que dans le processus de création d'un nouveau médicament, on n'aura pas le choix de collaborer, c'est-à-dire que le groupe de process va intervenir très tôt pour faire les scale-up de certains intermédiaires avec nous, nous accompagne tout au long aussi pour progresser. Forcément, avec la biologie, on est en contact plusieurs fois par semaine. Il y a aussi, je n'ai pas parlé, mais de la chimie computationnelle qui vient et qui vient nous aider en support. Donc, non, non, enfin, nous, il y a très peu de segmentation entre les départements. Et au contraire, c'est une grande collaboration qui est mise en place pour arriver le plus rapidement possible. Parce que quelque chose aussi qu'il y a dans l'industrie, c'est cette question du temps. Le temps coûte très cher. Pour nous, pour les clients, mais pour Léa, pour son entreprise, chaque année coûte très cher dans le développement d'un médicament. Donc, il faut que cette collaboration elle soit très forte et très rapide pour avancer vers quelque chose de plutôt de finalisé, quoi. Et encore une fois, hein, comme Maxence l'a dit, hein, développer un médicament, c'est extrêmement difficile, donc on ne peut pas le faire seul, on doit forcément le faire en équipe. Et comme ça, on sera plus rapide, quoi. Merci beaucoup. Merci Maël. D'autres questions? Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parfait. Oui, Euh, on t'entend bien. je suis désolé, j'ai pas de caméra, je suis sur un ordinateur fixe au bureau et je n'ai pas pu mettre de webcam. Je vous remercie tout d'abord d'être présent aujourd'hui pour répondre à nos questions. J'en avais une sur votre parcours à tous les deux. Vous avez d'abord fait des postdocs avant d'intégrer vos entreprises. Est-ce que vous pensez que c'est une condition sine qua non pour pouvoir intégrer une entreprise ou un grand groupe, ou est-ce qu'on peut espérer pouvoir intégrer ce genre de groupe directement après notre doctorat? Marcel, est-ce que tu sais quel type de job tu cherches du coup en industrie? Ça va dépendre un peu de ça aussi. Ouais. Ça dépend de ce qu'on pourrait me proposer, parce que je sais que moi j'ai une formation qui est très axée sur la chimie organique, avec un petit peu d'introduction sur la chimie médicinale. J'ai fait tout mon parcours à Montpellier. Je sais que dans un premier temps, travailler à la paillasse, ça pourrait m'intéresser, mais à terme, avoir un peu plus de recul sur les projets et peut-être apporter un peu plus ma touche ou mon idée sur les projets, ça pourrait peut-être plus m'intéresser, dans l'idée de peut-être même superviser une équipe ou gérer ce genre de choses. Tu commences, Maxence, ou... Ouais, moi je peux commencer. C'est-à-dire que je pense que tous les deux, on va peut-être pas avoir la même réponse. Pour le coup, ici à Nukem, nous, on recrute au niveau doctorant, mais c'est pour commencer scientist à la paillasse. Ça, clairement. Euh, Par le passé, avoir un postdoc, c'était une condition sine qua non, ça l'est de moins en moins. Mais c'est sûr que si tu arrives avec un background, avec une thèse et un postdoc, généralement, ça te permet d'évoluer plus rapidement vers des postes d'encadrement parce que tu as déjà de l'expérience, tu as encadré des doctorants, tu as quand même des petites expériences d'encadrement. En ce qui concerne de pouvoir faire du drug design comme tu as envie de faire, ça, malheureusement, que tu aies doctorat ou pas, c'est quelque chose que tu vas apprendre à faire avec des gens d'expérience, des gens qui ont des années et même des dizaines d'années d'expérience en drug discovery et qui vont t'apprendre à faire ça. Donc, effectivement, ça sera un cheminement un peu plus long. Mais pour répondre à ta question, sur le niveau d'entrée en CRO, avec un doctorat, tu peux être engagé. Merci beaucoup. Pour la pharma, j'ai envie de dire que c'est similaire, mais effectivement, c'est extrêmement compétitif, hein, et donc c'est souvent un plus d'avoir un postdoc. Donc, je pense que c'est plus compliqué, mais sinon, ça rejoint un petit peu ce que Maxence a expliqué avant. Merci beaucoup pour vos réponses. Moi, si je peux juste donner mon avis sur les postdocs, je pense que c'est une très, 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 très bonne expérience. Notamment parce que en France, peut-être toi, Léa, en Allemagne, tu as une expérience différente, et c'est pareil ici au Canada, les étudiants sont beaucoup moins encadrés, mais en France, on a la chance d'être bien encadrés par des directeurs de thèse qui vont nous aider à progresser. Et aller en postdoc, on ne te considère plus comme un étudiant,
mais comme un scientifique. Donc, tu as déjà ton doctorat et ça aide aussi beaucoup à prendre ses marques avant de rentrer dans l'industrie. Parce que c'est pareil, dans l'industrie, on va s'attendre à beaucoup d'autonomie, plein de choses. Moi, par exemple, ça m'a fait énormément de bien d'aller faire mes postdocs. Ça m'a appris énormément de choses. Quoi qu'il en soit, faire un postdoc, c'est jamais des années de perdu. Ça marche. Merci beaucoup pour vos retours d'expérience. Moi, j'avais une question pour continuer dans cette ligne-là. Au niveau des postdocs, est-ce que le fait d'en avoir fait au moins un à l'étranger, c'est une condition sine qua non aussi ou pas? Ou est-ce que si on en a fait un ou deux en France différents, ça suffit? Et est-ce qu'il y a un nombre limité, je veux dire, ou minimal à faire avant d'avoir une chance d'être embauché? Voilà, en termes de nature et de nombre, de durée de postdoc, est-ce que ça joue aussi sur après les possibilités et les chances d'embauche? Alors, j'ai envie de dire que chaque parcours est différent, hein, et propre à soi. Je pense pas que le nom de postdoc soit si important que ça. Encore une fois, ça revient plus à quel postdoc tu as fait et quelle expérience tu as eue au cours de ce postdoc. Après, avoir trop de postdoc, je suis pas très sûre que ce soit forcément utile ou en tout cas nécessaire, quoi. Donc, il vaut mieux rentrer plus tôt dans l'industrie que d'avoir plein de postdocs peut-être en académique pour ensuite aller en industrie. Enfin, ça dépend un petit peu ce qu'est le parcours, ou qu'est-ce qui a été fait au cours du postdoc, j'ai envie de dire. Ouais. Après, nous, on n'est peut-être pas tous les deux pas un échantillon très représentatif, mais je pense Ouais. que 2 ans, c'est bien. On a tous les deux fait 2 ans. Mais moi, ce que je peux te donner comme conseil en termes de postdoc, c'est de sortir un petit peu aussi de ta zone de confort et de pas rester dans la chimie que tu faisais. Aller étendre ton expérience sur bien plus que ce que tu as déjà fait pendant ta thèse. C'est ça qui va être reconnu. C'est quelqu'un qui aura, par exemple, nous, sur le processus d'interview, on aime bien voir des gens qui ont fait plein de choses, donc qui ont des connaissances sur plein de domaines différents et qui vont pouvoir aussi apporter des nouvelles connaissances, des nouvelles techniques à l'entreprise. Au-delà de juste faire des postdocs. Les postdocs aussi, il faut voir ça comme de l'expérience, des nouvelles connaissances, de ces choses-là. Après, tu avais une question aussi sur les postdocs à l'étranger. Je pense pas que ça soit indispensable pour rentrer dans l'industrie. Moi, personnellement, je pense que c'est quand même une bonne expérience d'aller voir comment on travaille ailleurs. Parce que ça, c'est pareil, c'est une expérience que tu vas pouvoir ramener même en France, quand tu travailles. Et puis, on est de plus en plus sur des organisations qui sont internationales. Donc, c'est très bien de voir aussi comment ça se passe ailleurs et pas juste rester dans un petit domaine, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est une expérience que tu pourras ramener. Ok, ok, d'accord. Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. Bonjour. Bonjour. Je m'excuse pour mon nom. Vous pouvez m'appeler Léon si mon nom est JNJ. Je suis en fait un étudiant ingénieur en deuxième année, donc équivalent à M1 en université. Je suis en train de faire une année de césure à Janssen, en Belgique. Euh, donc ma question est, pour mon stage de fin d'études, est-ce que ça serait plus valable, comment on dit en français, est-ce qu'il porte plus de valeur pour moi de faire un stage académique et comme ça facilite ma thèse après, ou c'est mieux de faire un stage industriel, comme mon but après la thèse, c'est d'entrer dans l'industrie pharma. Et donc, ça revient comme des recruteurs à votre point de vue. Est-ce que c'est plus attirant une expérience dans l'industrie, encore plus une expérience dans l'industrie, ou euh, une expérience dans l'académique qui potentiellement me porte plus d'opportunités de thèse?
Merci Léon pour ta question. Moi, je dirais, moi, honnêtement, de mon point de vue, fais aussi ce que toi tu as envie de faire. Si tu as envie d'aller voir aussi comment ça se passe dans l'académique, tu peux très bien. Ou faire ton stage de fin d'études en industrie. Je pense qu'aucun des deux ne t'empêchera ni de faire une thèse, ni d'aller dans l'industrie. Euh, il faut savoir aussi que nous, d'un point de vue recruteur, quand on voit que des gens ont fait des stages niveau Master 2 ou fin d'études dans l'industrie, on sait très bien qu'ils ont été très encadrés, qu'ils ont été que sur une toute partie de projet. Ça apporte pas forcément une valeur très très grande, mais après, si c'est ce que tu as envie de faire, aucun des deux ne te portera préjudice. Moi, je pense que les deux sont très bien. C'est juste deux visions différentes de ce stage-là. Qu'est-ce que tu en penses, Léa? Euh, Complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est plus peut-être le sujet qui va être important par rapport à ton parcours, mais après, peu importe si c'est en académique ou en... Ouais, je pense pas que ça... Et, D'accord. et Moi, c'est actuellement, t'es en pas ce que école. t'aimes, hein. Pardon, Maxence. Non, vas-y, pardon, vas-y, Dio, oui. Vas-y, vas-y. Non, je voulais savoir, Léon, t'es dans quelle école, pardon, Je suis à Chimie Rennes. Chimie-Rennes. Pour ta thèse, il faudrait aussi, ne t'inquiète Oui, pas, je un pense. master. Oui. Oui, mais je veux dire, pour ton doctorat, après, si tu veux faire un doctorat, c'est l'école de Rennes qui va t'aider. Ils ont des réseaux, ils pourront te mettre en contact avec des gens, au-delà de juste simplement le stage de master. Tu vois, par exemple, moi, j'ai fait mon stage de master à Montpellier et je suis allé faire ma thèse autre part. C'est beaucoup moins qu'avant où on continuait à faire la thèse là où on avait fait notre stage de master. Maintenant, je pense que les gens sont beaucoup plus ouverts à recruter des gens pour faire une thèse. Donc, vraiment, moi, je rejoins beaucoup Léa. Choisis un thème qui va te plaire, quelque chose que tu as envie de faire et sur lequel tu pourras avoir des bonnes lettres de recommandation justement sur ton stage pour appuyer ta demande de candidature de doctorat, plus que vraiment l'un ou l'autre. Merci. Par exemple, j'ai un contact dans le process de Roche à Bâle. Donc, pour moi, si je veux continuer en paillasse pour la thèse et pour le travail après, donc ça sera pas très idéal pour moi d'entrer dans le process, d'avoir une expérience dans le process, j'imagine. Pardon, à quel niveau une expérience en process? Pardon? À quel... En process Quel chimiste. niveau tu veux aller dans le process ou tu veux juste faire une expérience dans le process? Je n'ai pas bien suivi. Juste pour le stage de fin d'études. Non, je trouve ça très bien. Oui, moi aussi, je trouve ça très bien. Ouais, ouais, ouais. C'est le process. Et puis, je pense que aussi, c'est une expérience. Je pense que c'est une très belle expérience à Ouais. avoir parce que c'est une façon de penser qui est quand même assez différente de plein d'autres domaines. Tu vas avoir plein de techniques sur large échelle qui sont faites, qui sont propres au process et aussi de la façon de conceptualiser tout ça qui est très intéressante. Je, moi, je suis chimiste médicinal, j'adore la chimie médicinale, mais je pense que le process, c'est quand même quelque chose de très, très bien à voir. Je pense que c'est quelque chose de pas mal. Du coup, ça donne Euh, une touche d'originalité Oui, à en ton plus. CV, donc c'est vachement bien. Et les chimies enfin, la chimie qui est faite en process, là, c'est de la vraie chimie, hein. Eux, ils vont vraiment optimiser les réactions, ils vont faire un travail beaucoup plus poussé sur ouais, l'optimisation de réactions. Donc, non, 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 je pense que c'est même très intéressant d'avoir cette idée-là. D'accord. Et une dernière question. Donc, si je veux entrer dans l'industrie pharma pour la thèse, est-ce que ça sera important d'avoir un peu de bio dans le sujet? Par exemple, entre des catalyses métalliques, par exemple flow, est-ce que des bioimages, des antibodies, des sujets comme ça sont plus attirantes pour les entreprises? Alors, je reviendrai toujours au fait qu'il vaut mieux que tu ailles dans une direction qui te fait plaisir. Ça, mais par contre, c'est pas obligé d'avoir ça, mais d'avoir une touche d'originalité dans ton CV. Encore une fois, c'est
pas mal puisque c'est très compétitif. Donc, si tu as des choses un petit peu plus en plus que les autres, c'est toujours assez intéressant. Et moi, si je peux intervenir aussi là-dessus. Nukem, ça a été créé par des anciens de chez Merck. Et la façon historique dont on recrute, c'est on recrute de très bons chimistes organiciens en partant du principe qu'ils apprendront la biologie et la medchem sur place. Donc, le prérequis, au-delà d'être, c'est très bien, je veux dire, moi j'ai fait mon master, c'était ingénierie des biomolécules, donc j'ai vu quand même un peu de biologie, de background, ça aide beaucoup à apprendre plus vite, mais le prérequis pour entrer dans l'industrie, c'est d'être un très bon chimiste organicien bien formé. Merci, Merci Maxence, c'est beaucoup. important. Merci. Une question de Chris et après on posera la question d'Alexander. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Mais déjà, merci à tous les deux de répondre à nos questions. Je suis Christophe Cantelli, je suis en postdoc sur Vancouver. Donc, j'ai plus des questions pour Nukem, donc pour Maxence. Déjà, je suis un peu curieux pour le côté plus entreprise, donc le lien avec les clients, parce que c'est que je fais que de l'académique jusqu'à présent. L'industrie, je vois un peu plus, mais c'est vrai que le côté entreprise, relation avec les clients, pour moi, c'est quelque chose que je ne connais pas. Est-ce que quand on est scientist chez Nukem, au début, on fait que la synthèse ou quoi, et on voit pas forcément les clients, ou on est en lien tout le temps avec eux? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ok, je vais répondre à ça, mais je ne veux pas non plus phagocyter la session pour faire la promo de Nukem. En fait, la façon dont ça fonctionne, et ça, je pense qu'on en a parlé, non, on n'a peut-être pas parlé, on a peut-être un slide là-dessus. Donc, il y a deux types de systèmes. Il y a un système qui s'appelle Fee for Service, donc c'est un client qui va payer pour une tâche. Et donc là, le but, c'est de faire le composé. Et après, ce composé, il est envoyé au client. Voilà, ok, super, merci Sandy. Et il y a une deuxième chose qui s'appelle full-time employee. Donc les équipes font de la recherche à plein temps, comme si on était le laboratoire du client pour le client. Nous, à Nukem, on fait plus de fee for service. Donc, on n'est que full-time employee. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'une biotech ou une pharma nous contacte et donc en équipe, on va avancer vers les demandes du client, vers la fabrication du candidat médicament. Et toutes les semaines, on a un meeting client, tous ensemble, avec le client, qui est mené par le Ken Lead, mais auquel tous les chimistes assistent. D'accord. Merci. On a Pardon. Oui. C'est juste pour dire que le full-time employee, on a quand même une relation très privilégiée avec le client. Souvent, c'est des gens, surtout pour les biotech, pour les big pharma, c'est un peu différent, mais qui n'ont pas de chimistes. Donc, qui ont des biologistes et des gens qui ont beaucoup d'expérience en chimie, mais qui sont plus dans les labs. Et donc, nous, on est un peu leur équipe dans un laboratoire, quoi. Donc, on a quand même beaucoup de feedback. C'est sûr que le scientist, il est en contact avec le client durant le meeting hebdomadaire. Après, c'est vrai que le Chemlead, lui, est en contact tous les jours avec eux. Merci. J'ai une seconde question, plus par rapport à l'immigration. Du coup, c'est mieux d'attendre d'avoir la résidence permanente pour candidater chez Nukem? Alors, ça, il y a deux choses pour le Canada, et ça peut aider aussi d'autres personnes. Si tu as moins de 35 ans, tu peux faire un contrat jeune professionnel, qui est l'équivalent du PVT, mais pour venir travailler dans l'industrie. Et à partir du moment où tu as ton offre d'emploi, tu peux faire un jeune pro, et ce jeune pro, en 3 semaines, tu as ton visa. D'accord. Donc, il y a quand même l'immigration est quand même assez facilitée entre la France et le Canada sur ce point-là. Je ne sais pas quel type de contrat tu as avec l'université à Vancouver. J'ai un permis de travail fermé, du coup spécifique au contrat que j'ai là. C'est ça. Ben, le jeune pro, c'est le même. C'est un permis de travail fermé. Mais au bout d'un an, après, tu peux faire ta demande de résidence permanente. Mais le jeune pro, c'est pareil, tu peux le faire qu'une fois. Donc normalement, tu l'as pas fait avec l'université, parce que moi, c'est pareil, à l'Université de Montréal, j'avais un contrat de travail fermé, mais là, avec nous, tu peux le faire. D'accord.
Donc, Merci. non pas. De toute façon, là, j'attends la résidence permanente. Donc, c'est bon. Ok, ça marche. Merci. De rien. Merci. Comme je disais, il y a plusieurs questions d'Alexander sur le chat. Je m'adressais d'abord à Léa, puis à Maxence sur le même thème. Est-ce que vous pourriez décrire votre thèse, le choix de votre thèse par rapport à votre ambition par la suite de carrière? Voilà, comment avez-vous choisi chaque étape de votre carrière avant d'arriver là où vous êtes? Je peux commencer, hein. Donc, en fait, moi, j'avais juste l'ambition de partir à l'étranger. C'est comme ça que ça a commencé. Je ne savais pas du tout où aller. Je voulais juste partir en dehors de la France. Et finalement, j'avais très peu de connaissances. Quels sont les bons laboratoires de chimie en dehors de la France? C'est vrai qu'on n'était pas aussi bien connectés à l'époque. Vraiment, j'avais très naïve et j'avais très peu d'informations. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup demandé autour de moi. Là, encore une fois, le réseau, c'est toujours important. J'ai demandé à l'époque à mes anciens comment dire, en 4 ans de stage et aussi à mes professeurs s'ils pouvaient me recommander des laboratoires. Et du coup, ils m'ont principalement recommandé des laboratoires en Allemagne ou des labos en Allemagne. Et du coup, c'est comme ça, en fait, que j'ai trouvé celui-là. Donc, j'avais le choix entre plusieurs labos. Et moi, en fait, encore une fois, moi, j'ai choisi plutôt avec ce que j'avais envie de faire. Je voulais vraiment rester en pure synthèse organique. Et il y en avait, enfin, il y en avait encore, mais il n'y en avait pas tant que ça. Donc, le choix était plutôt limité et j'ai postulé à 2 ou 3 laboratoires et j'ai pris le premier que j'ai eu, hein, finalement. Voilà. Donc, moi, je savais vraiment que c'était dans la synthèse organique que je voulais rester. C'était plutôt ça qui a été la motivation de ma décision. J'espère que ça répond à la question. Ouais, moi, de mon côté, je pense que Léa t'en a parlé aussi tout à l'heure pour Léon. Moi, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que à l'époque, en 2012, j'étais hyper visionnaire. Je pensais que la catalyse, l'organocatalyse énantiosélective, c'était l'avenir, qui finalement n'existe quasiment plus aujourd'hui. Mais j'avais absolument envie de faire ça. J'avais envie de faire de l'organocatalyse asymétrique. Et donc, il y avait le docteur Emmanuel Riguet, qui était un jeune chercheur, qui avait eu l'ANR jeune chercheur à cette époque-là. Donc, un beau financement, un beau projet. J'y suis allé et j'ai fait ce qui me plaisait. Et après, c'est pareil, par la suite, je pense que c'était à Margot que je donnais ce conseil-là. Moi, j'avais envie de me diversifier un petit peu. Donc, moi, j'avais fait beaucoup d'organocatalyse. Après, je suis allé parti faire de la chimie du fluor, parce que c'est quand même une chimie qui est vraiment à part, complètement différente, plus de la chimie du rhodium que je connaissais pas. Et après, j'ai eu cette opportunité d'aller avec le professeur André Charette parce qu'il était en collaboration avec l'université de Rouen. Donc là, ça rejoint Léa aussi, le côté du réseau un petit peu, hein, arriver à avoir un bon réseau. Il m'a dit, bah, si ça te dit de venir, viens, viens. Donc je suis allé pour découvrir la plateforme de Flow, faire de la chimie en flux continu. Voilà, moi, mon parcours, il s'est plus fait par curiosité de ce que j'avais envie de faire que vraiment quelque chose de très planifié. Moi, j'avais beaucoup envie d'apprendre, beaucoup envie de découvrir plein de choses et c'est ça qui m'a poussé. Et finalement, la même chose, quoi. Je suis arrivé à Nukem parce que j'avais envie de découvrir ce monde-là, le monde de la pharma, le voir de mes propres yeux ce que c'était. Et au final, ben, aujourd'hui, c'est là où je suis. Mais voilà, c'est ça. Moi, mon parcours a plus été guidé sur des envies et ce que j'avais envie de faire. D'autres questions? Je crois qu'il y a des gens sur le chat. Alors, une question qui est qu'on a déjà rencontrée, c'est est-ce que pour vous, le diplôme d'ingénieur est reconnu à l'étranger? Je crois que tous les deux, vous avez fait une école d'ingénieur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? C'est plus pour toi alors, Maxence. Moi, j'ai pas fait Non, moi non plus. d'école d'ingénieur. Ah, je crois que tu avais parlé de Montpellier, excuse-moi. Non, mais j'étais à l'UM2, à l'université de... Pardon. Mais du coup, est-ce que vous, dans l'industrie pharma, à l'étranger, vous rencontrez des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs et voilà, comment c'est pris en compte? Alors, moi, je peux répondre pour nous. Dans le système nord-américain, il n'y a pas d'école d'ingénieur, donc l'école d'ingénieur est considérée comme un master. Et
après, donc nous, on regarde ce qui a été fait et la thèse qui a été faite. Il n'y a pas, y a pas besoin en Amérique du Nord d'avoir fait une école d'ingénieur. Je sais qu'en France, ça joue beaucoup plus. Les écoles d'ingénieurs ont des réseaux qui sont très, très forts. Je sais qu'elles ont aussi beaucoup de collaborations avec les entreprises pharma en Suisse. Donc ça, là, toi, tu pourras commenter. Mais je suis pas sûr que le recrutement soit fait sur le fait d'avoir fait une école d'ingénieur. C'est plus après sur les thématiques de recherche et la qualité du scientifique. Mais effectivement, l'école d'ingénieur, elle aide à avoir ce réseau-là qui va permettre d'aller dans des très bons laboratoires et d'avoir une expérience quand même qui est très bonne en termes de doctorat et de post-doctorat. Je laisse Léa commenter sur la Suisse. Je te rejoins, hein, c'est un peu la même chose, hein, c'est pas du tout le même système que ce soit en Allemagne ou en Suisse. Ce qui va compter, du coup, c'est plus l'expérience qui va arriver après, hein. Ça, du coup, ce sera le diplôme le plus bas, j'ai envie de dire, et puis du coup, c'est plutôt la thèse ou le postdoc qui va plus peser dans les prises de décision. Il y en a parfois, ils comprennent même pas ce que c'est, en fait. Mais bon, ouais, ils prennent l'équivalent du master. Une question sur le chat de Shaim qui aimerait savoir comment vous avez eu le déclic pour savoir que c'était la chimie médicinale qui vous plairait. Tu peux commencer, Maxence, si tu veux. Moi, je vais être très, très honnête avec vous. Moi, quand j'ai commencé, j'adore la chimie organique. J'étais très orienté process. D'ailleurs, mes premiers projets à Nukem, j'avais demandé et je travaillais sur des projets de chemical development et du process. Et c'est un de nos directeurs qui m'a dit, Maxence, va au ResMed. Je ne savais pas ce que c'était. Et donc, c'est une école de chimie médicinale aux États-Unis d'une semaine. Et donc là, j'ai dit, OK, très bien, j'y vais. Et moi, je suis arrivé et on m'a montré toutes ces études de cas, à quel point la chimie organique, la chimie médicinale demandait d'avoir énormément de composantes pardon, pris en compte, tout ce qui était l'optimisation pour avoir des meilleures propriétés pharmacocinétiques, tout ça. Moi j'ai été complètement ébahi par toutes ces choses-là. Moi, je voyais la chimie médicinale du petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire que je voyais juste des gens qui faisaient des molécules qui étaient testées dans un assay cellulaire. Mais quand j'ai vu toute la dimension que ça prenait, ça a été une révélation pour moi et à partir de ce jour-là, moi j'ai voulu faire que de la chimie médicinale. Je pense que j'avais l'impression que dans le process, Marine, je vais écrire le nom de l'école dans le chat. J'avais l'impression que dans le process, justement, ça faisait intervenir beaucoup d'imagination pour revoir les routes, redesigner tout ça, avoir la meilleure synthèse. Et en fait, je me suis rendu compte que non, les gens qui rêvaient le plus, c'était les gens qui étaient en chimie médicinale, quoi. Il y a tellement de composantes à prendre en compte, à faire le lien entre tout. Moi, ça m'a ouvert les yeux là-dessus. Et depuis, c'est ce que je veux faire et ce que j'ai envie de faire. Et toujours depuis plusieurs années. Et plus ça va, plus ça m'intéresse. Léa? Oui, c'est rigolo ton histoire, c'est un peu pareil. Alors moi, je savais pas trop ce qu'était la chimie médicinale, pour être honnête. Je dois dire que quand j'ai fait mon stage à Sanofi, en fait, j'ai juste adoré travailler dans le département sans vraiment comprendre ce qu'on faisait. Et finalement, c'est plus pendant mon postdoc à Bayer que j'ai un peu découvert ce que c'était. Et ouais, c'est un peu comme Maxence, en fait, c'est de mieux en mieux tous les jours, en fait. Plus on en apprend, plus on a envie d'en apprendre encore plus. Il y a une autre composante que j'aime beaucoup dans la chimie médicinale, c'est qu'il faut être très créatif, en fait, et j'adore le fait de designer les molécules et de les inventer. Donc, une partie que vraiment je préfère dans ce qu'on fait, c'est ouais, de pouvoir vraiment laisser ma création où je veux aller. Bien sûr, ça doit marcher dans les règles de la synthèse organique, mais ce côté très créatif, moi, me plaît beaucoup, hein. Et, euh, et ouais, les interactions avec les gens aussi, j'ai envie de dire, ça, c'est vraiment chouette. Mais le meilleur moyen de se rendre compte, c'est effectivement d'y être et de faire ou un stage en chimie médicinale ou de participer à un projet en collaboration, hein. Finalement, c'est difficile de s'imaginer un petit peu ce que c'est jusqu'à ce qu'on en ait fait soi-même, finalement. Ouais.
Mais ouais, on s'ennuie pas, c'est un super job. Et généralement, les gens qui sont dans le département, ils sont tous très passionnés. J'avoue que ça, c'est chouette. Merci pour vos réponses. Une question un peu plus économique d'Ayoub, qui voudrait avoir votre avis sur l'avenir de la chimie pharmaceutique avec la récession économique globale. Comment vous voyez l'avenir au niveau industriel pour les pharma? Pour les pharma ou pour la découverte du médicament? Pharma et CRO. On peut commencer. Enfin, Léa, dis-toi, Vous pouvez côté répondre pharma, les deux, hein. Très difficile c'est dit, ouais. de répondre à... Non, mais je pense que de toute façon, là, il y a quelque chose d'essentiel dans la découverte du médicament, c'est que c'est une ressource qui est essentielle pour tout le monde. Donc, je pense que s'il y a des choses qui doivent arrêter d'être financées, ça sera pas forcément la recherche pharmaceutique. Je pense que la recherche pharmaceutique, elle est indispensable pour le futur de tout le monde et comment vieillir en bonne santé. Je pense que on le voit, nous, par exemple, on n'a pas moins de contrats à l'heure actuelle, tout se passe bien. Il y a de l'argent pour répondre à des demandes qui sont de trouver des nouveaux médicaments pour les gens. Et je pense que c'est quelque chose qui s'essoufflera jamais. C'est comme de la même façon que les médecins ne seront pas remplacés par rien, quoi. Je veux dire, il y a ce besoin-là qui est un besoin réel pour l'humanité. Et donc, on l'a bien vu, par exemple, pendant la pandémie, il y a eu énormément d'efforts qui ont été mis sur la découverte du vaccin. Tout le monde s'est arrêté et s'est mis à collaborer ensemble, justement, dans un but commun. Je pense que la découverte du médicament ne souffre pas ou peu des variations économiques. Ça, c'est mon point de vue. Après, c'est euh, c'est comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, Léa. Je sais. Ouais, bah si, je te rejoins. Je pense pas. Il y a peut-être des phases où que ça monte et ça descend, mais il y a tellement de maladies qu'on n'a pas réussi encore à soigner que je vois pas la fin du. Enfin, il y aura toujours des choses à chercher et des médicaments à développer. Ça, ouais, tu l'as mieux développé, je pense. Alors, on a une autre petite question de Ribes, qui est pharmacien de formation, qui a ensuite fait une thèse en chimie organique, avant de faire 2 années de postdoc en chimie médicinale, et il demande si, selon vous, son profil pourrait être intéressant pour une place en industrie. Bien sûr, ça va encore une fois dépendre du profil, hein, mais bien évidemment. Après aussi, ça dépend quelles sont tes envies. Parce que je sais aussi que dans les grosses pharma, il y a des postes aussi pour les pharmaciens qui ont une thèse en chimie organique pour tout ce qui est régulation. Après, pour les phases cliniques, il y a un poste spécial pour ça, Léa. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Ouais, oui, je sais Et, pas. Ouais, c'est vrai. et donc ça peut être aussi une opportunité de faire valoir cette côté pharmacien. Euh, nous, on fait pas de phase clinique, alors j'ai pas cette info-là, mais je sais qu'il y a quelque chose qui. Ah, Mais donc, c'est en chimie médicinale, ouais. oui, bah alors c'est très bien. Je veux dire, t'as un doc et postdoc en chimie médicinale, et c'est un profil qui convient très bien. Il faut juste postuler, passer les entretiens, tout ça, et normalement, il n'y a pas de souci. Une question de Shaim, est-ce que c'est un avantage d'avoir un bagage en anglais, un master en anglais, par exemple, pour être accepté dans les industries à l'étranger? C'est très Oui, bien, hein, l'anglais, c'est oui, voilà, super c'est important. ça. C'est-à-dire que ouais, forcément, enfin, je veux dire, nous, tous nos clients sont aux États-Unis, donc
pour communiquer avec les clients, effectivement, avoir un bon niveau d'anglais, c'est très bien. Léa, toi qui étais en Allemagne et j'ai un master en anglais. Non, il n'y a pas besoin d'avoir de. Non. Pour répondre à ta question, non. Master. Effectivement, il faut maîtriser l'anglais après la thèse, après avec un postdoc, d'expérience. C'est allé trop vite dans le chat, là, du coup, j'ai pas trop Oui, suivi. moi aussi. J'ai un peu de- Mais Et même je en pense- Allemagne, hein, les industries, la première langue qu'on parle dans les industries, c'est l'anglais, hein. Donc, évidemment, l'anglais, c'est la langue de prédilection. Donc, c'est toujours un plus si on a un très bon niveau d'anglais. Et après, quelque chose qui va aussi beaucoup t'aider, c'est que si tu continues sur un doctorat, toutes les publications sont écrites en anglais, tu vas apprendre à lire des publications en anglais, à peut-être aider à les écrire, à faire des présentations en anglais. Donc ça, au niveau de ton parler chimie en anglais, il va beaucoup s'améliorer pendant ta thèse. Mais donc, il n'y a pas forcément besoin de suivre un master en langue anglaise. Ne serait-ce que ta thèse, tu vas être très exposé à tous les termes de chimie dont tu auras besoin par la suite. Ce qui fait beaucoup de bien, c'est de les écrire. Moi, je sais que j'ai écrit des revues, des papiers, ça aide énormément. Après, ça reste limité dans ton interaction avec tes collègues si tu sais parler que anglais pour la chimie. Mais ça s'apprend dans un environnement étranger, on apprend vite à se débrouiller et ça vient beaucoup plus vite. Il y a une autre chose que je voulais dire. Ah oui, je pense que Léa, toi comme nous, l'industrie pharma est très cosmopolite. Nous, il y a des gens qui viennent du monde entier. Donc, la langue première parlée, même au Québec, c'est l'anglais. Chez nous, à Nukem. Même si on essaye de faire... toutes les communications sont bilingues. Il y a c'est très important ici au Québec de continuer à parler français, mais effectivement, l'anglais est forcément la langue d'interaction entre les gens qui sont pas francophones. Ouais, les emails ont été écrits en anglais aussi pour que tout le monde puisse suivre. Donc, oui, oui. Et nous, on a l'obligation de les écrire en français et en anglais, les deux. C'est vrai, waouh. Une question de Clément. Pensez-vous qu'il y a plus d'offres d'emploi dans l'industrie à l'étranger qu'en France? C'est une question, je pense que ça dépend à quel niveau, ça dépend quoi. C'est une question qui est un petit peu difficile à répondre. Je sais que, par exemple, nous en ce moment, on a une forte période de recrutement, mais c'est lié à une expansion et au rachat de Nukem par Signature Discovery. Après, je sais qu'il y a aussi plein de jolis postes en France, parce que là, on parlait des CRO, donc on a cité Nukem, mais on peut aussi citer Edelris qui est à Lyon, Evotech qui est à Toulouse. Quand il y a beaucoup de postes, il y en a beaucoup partout. C'est sûr que en ce moment, il y en a peut-être un peu moins, mais ça dépend quand est-ce que tu veux. Est-ce que c'est maintenant ou en général? Parce qu'en général, la France se défend très bien aussi. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, et j'ajouterais qu'en France, il y a beaucoup de biotech ou de plus petites compagnies. Et là, souvent, il y a des postes régulièrement qui sont ouverts, hein. Il n'y a pas du tout de... Moi, j'avais une question sur quand on postule à une offre, les premiers, comment dire, sur notre CV, les points essentiels à mettre en avant ou qu'est-ce qui est regardé d'abord par le recruteur, parce que je sais que quand on postule à un postdoc dans le public ou un emploi dans l'industrie, c'est pas totalement les mêmes critères. Et bon, les laboratoires publics, j'ai plus ou moins une idée, mais dans l'industrie, je saurais pas trop me placer. Et du coup, c'était savoir quels étaient les critères essentiels, qu'est-ce qu'il était important de mettre en avant sur son CV et qu'est-ce qui était regardé en priorité.
les points clés et les questions à côté desquelles on est sûr enfin, de passer, qu'on va nous poser parce que ben, voilà, c'est les points qui seront demandés à chaque fois en fait. Je pense qu'il y a deux questions. La Ouais. première, c'est vis-à-vis du CV et la deuxième, c'est vis-à-vis des entretiens. Euh, m- Moi, mon expérience personnelle, moi, ce que j'aime beaucoup regarder, je pense que tout le monde maintenant fait des CV qui sont bien construits. Je pense que les encadrants de thèse aident les gens à avoir des CV bien construits. D'ailleurs, en parlant de ça, restez connectés avec la SCT. On va lancer un programme pour aider les gens à faire leur CV à la fois pour l'académique et pour l'industrie. Donc, regardez, on communiquera là-dessus, on va vous aider. Moi, une chose que je trouve importante, c'est le résumé de recherche. Je ne sais pas si tu joins un résumé de recherche à ton CV, à ta lettre de motivation. Mais je trouve que c'est ce qui est, moi, c'est ce que je regarde le plus parce que finalement, ça va être un mini résumé de toutes tes publis. Donc, ça va nous donner un peu une vision, et je ne sais plus à qui je disais ça, de toute l'expérience que tu as eue, toute la chimie à laquelle tu as été exposé pendant tes postdocs ou ton doctorat. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire aussi, au-delà de simplement le CV. Je pense que il y a cette triade-là du CV, lettre de motivation et résumé de recherche. Et quelqu'un qui arrive à bien résumer sa chimie, bien l'expliquer en peu de lignes, c'est très apprécié aussi parce que ça démontre quelqu'un qui a un fort esprit de synthèse et je trouve que c'est très important. Parce qu'il y a certaines offres de postdoc, notamment à l'étranger, quasiment pas en France, mais sur les offres de postdoc à l'étranger, là en l'occurrence des laboratoires universitaires, quasiment à chaque fois ils demandaient un short research summary. C'est Et ça. au départ en fait, enfin je connaissais pas du tout. Enfin les tout premiers que j'ai fait, je pense qu'en fait j'étais complètement à côté de ce qui était attendu parce que c'est quelque chose en France dont, en tout cas moi j'avais jamais entendu parler. Et je l'ai vu quasiment dans toutes les offres à l'étranger et quasiment jamais en France. Et c'est vrai que même quand j'étais, parce que du coup, moi, j'ai fini ma thèse, j'ai soutenu en octobre, mais je veux dire, pendant ma thèse, on nous en a jamais parlé. Bon, la lettre de motivation, le CV, oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant de me mettre à regarder pour des offres de postdoc, ce résumé de recherche-là. Ouais, Donc voilà. c'est bon. Et selon vous, il faudrait le joindre directement en plus du CV de la lettre de motivation, même si en soi, c'était pas forcément demandé. Ça fait, au lieu que ce soit le duo CV, lettre de motivation, il faudrait rajouter maintenant aussi ce. Je sais pas ce que tu en penses, Léa. Moi, oui. Moi, c'est ce que je préfère lire. Donc, oui. C'est pas mal, oui, mais je reviendrai aussi sur ce que tu as dit avant, Maxence. La lettre de motivation est super importante, effectivement. Si elle n'est pas bien rédigée, on va voir que vous ne savez pas trop bien synthétiser ce que vous avez fait. Donc, même la lettre est importante, aussi importante que le CV, hein, je dirais. Moi, j'ai rarement vu les synthèses de recherche. Il n'y en a pas toujours dans les candidatures, mais on a quand même regardé les candidatures, même si ce n'était pas avec la candidature. Et puis aussi, c'est ça, c'est que les gens prêtent énormément d'attention à leur CV. Alors, des fois, il y a des CV qui sont hyper beaux, hyper bien faits. Et après, il y a un résumé de recherche qui est un copier-coller qui sort de nulle part, une lettre de motivation qui est bâclée. Du coup, c'est un petit peu dommage, quoi. Et je pense que prendre le temps de bien faire les trois, c'est quelque chose de bien et d'important. Du coup, il y avait aussi une question sur les entretiens, non? Ou sur quoi il fallait mettre plus attention. On a parlé du côté scientifique, mais je pense qu'il y a d'autres compétences à avoir, dont notamment, par exemple, l'esprit d'équipe. Il y a des choses sur lesquelles on peut développer qui ne sont pas forcément scientifiques, mais qui sont aussi très importantes pour un poste en industrie. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous préciser comment se passent les entretiens, par exemple, chez Roche et chez Nuchem Science, combien de temps ça dure, quels thèmes sont abordés, etc. Léa, vas-y, je t'en prie. Ouais, ça va dépendre à quel niveau vous postulez, hein. Donc, il y a des processus de candidature plus ou moins longs. Donc, si c'est pour un poste junior, généralement, je crois qu'il y a 1 ou 2 entretiens. Mais par contre, si c'est un poste un peu plus élevé, là, il y a plusieurs phases dans l'entretien.
Mais généralement, ça commence toujours par un premier. Bon, là, à l'époque, quand moi j'étais là, c'était virtuel. Je pense que peut-être qu'on peut. Non, non, je pense que ce sera virtuel aussi. Il y a toujours une première conversation. Donc, après la sélection de la candidature, il y a un premier, comment on dit, call téléphonique, où du coup, il y a une première conversation avec le candidat. Ça, ce sera déjà la première sélection avant d'arriver au vrai entretien où il va falloir présenter le travail scientifique qui a été fait au cours des études et du postdoc ou de la thèse, suivant le candidat. Ouais, nous, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a un entretien RH en premier, pendant lequel ils vont justement vous poser plein de questions sur vos motivations, tout ça. Après, on a un deuxième processus de pré-interview sur lequel on va juste vous demander de présenter soit juste un pan de votre recherche académique ou un petit résumé, et après sur lequel il y aura des questions de rétrosynthèse, des grandes questions de chimie classique, des choses que, selon moi, qu'un étudiant de licence master serait capable de faire. Et après, si tout ça se passe bien, vous allez à l'interview en présence de tous les directeurs, dans lequel on va vous demander de présenter toute votre recherche, donc une présentation qui est beaucoup plus longue, et des exercices qui vont aller avec une difficulté croissante. Donc, quand vous postulez, regardez quelles sont les trois grandes réactions qui sont faites dans l'industrie. Donc, couplage peptidique, cross-coupling, click chemistry, synthèse d'hétérocycles, et soyez bien préparés. Parce que je pense que c'est une des questions qui a été posée. On s'attend tout d'abord que le candidat soit un bon chimiste organique. Merci. Une question de Najib. Est-ce qu'on peut trouver un département orienté plus chimie du peptide chez Nukem? Alors oui, c'est un département qui a été créé très récemment, qui est en train d'être développé. La réponse est oui. Réponse non. D'autres questions? Tout type de peptide, Maxence? De quoi? Tout type de peptide? Ou des Euh, cyclopeptides ou des... Ouais, mais en fait, on a une plateforme peptidique qui est en train d'être montée. Ok. Donc, avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, on s'est rendu compte que à Nukem, on avait aussi des gens qui avaient énormément d'expérience en chimie des peptides. Et cette plateforme, elle n'est pas encore ouverte, mais elle est en train d'être montée. Il y a des publications là qui s'en viennent, ça fait quelques mois qu'ils travaillent dessus. C'est une belle équipe. Donc, pour répondre à Najib, le problème, c'est que je ne pense pas que cette plateforme-là, elle soit ouverte aux nouveaux candidats. Mais pourquoi pas? C'est quelque chose qui peut être vu. Mais oui, c'est en train d'arriver. Bonjour, merci d'avoir répondu à la question. Et justement, on ne voit pas d'offres sur le site de Nicam pour spécialement chimie du peptide. Et je me demande aussi pour les entretiens de recrutement, si on applique plutôt pour la chimie du peptide, ça va être plus synthèse organique ou ça va être plutôt orienté chimie du peptide. Et comme je dis, pour l'instant, c'est un département qui est en train de se monter. OK, Il y a des belles choses qui sont faites, mais avec des gens qui ont quand même beaucoup d'expérience. Donc, je pense pas qu'il y ait de poste ouvert. OK. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut trouver un département chimie des peptides? Oui, parce qu'il il est en train de se monter. Pour l'instant, on n'a pas de poste qui est vraiment chimie du peptide. OK, Mais merci. après, on a aussi des gens qui avaient un background qui était très chimie peptidique, qui avaient vraiment envie de faire de la chimie médicinale, qui sont venus, qui avaient des bonnes bases de chimie organique et qui aujourd'hui font de la très belle chimie médicinale avec nous dans le département de l'EDCEM, qui n'est pas forcément que du peptide. OK, merci. J'avais une petite question sur les entretiens. Donc, on a travaillé sur un projet confidentiel et que on peut pas vraiment discuter la chimie qui a été faite ou comme ça. Est-ce que ça peut poser problème, enfin, de ne pas trop détailler ce qu'on a fait au cours de notre postdoc ou de notre thèse?
Alors, Alors, vas-y, pardon. j'ai envie de dire que c'est pas du tout un problème parce qu'on est tous dans la même situation et généralement en industrie, on est tout à fait au courant qu'il y a des sujets confidentiels dont on ne peut pas parler. Par contre, il y a plein de manières de pouvoir un peu décrire ce qui a été fait sans dévoiler, je ne sais pas, les informations clés qui sont, je ne sais pas, la cible thérapeutique ou des choses comme ça. Donc, essayer de développer, en fait, il y a vraiment moyen d'expliquer les choses qu'on a fait. Mais c'est toujours effectivement un petit peu handicapant quand on ne peut pas tout raconter ce qu'on a fait. Donc, c'est effectivement toujours mieux quand on a publié une partie des résultats. Mais bon, les gens sont au courant et ont de la compréhension pour ça, quoi. Après, il y a une façon de faire aussi, c'est de ne pas forcément présenter le sujet dans sa globalité, mais toi, plus spécifiquement, de montrer quels ont été tes accomplissements et quels sont les problèmes que tu as réussi à résoudre. Et là-dessus, par exemple, tu n'es pas obligé d'avoir toute la molécule ou d'avoir la protéine ou le récepteur qui soit montré, mais tu peux montrer quel challenge synthétique tu as réussi à relever, quelles sont les idées que tu as eues, tout ça, sans forcément divulguer la molécule. Après, ça dépend si c'est... Parce que si c'est juste confidentiel basé sur la structure de la molécule, c'est pas grave, ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Après, il y a aussi une chose, c'est que de notre côté, donc la full interview, il y a ta présentation plus des questions. S'il n'y a pas beaucoup de questions sur ta présentation, tu auras une période d'exercice et de questions rétrocentriques qui sera plus longue. Parce que comme les gens n'auront pas pu trop te poser de questions sur ta chimie, ben, il y aura d'autres questions qui viennent. Forcément, ça ne va pas raccourcir la période d'entretien. D'accord, merci. Une question d'Alissa sur le chat. Ne souhaitant pas faire une thèse, j'aimerais savoir si, d'après vous, il y a autant de postes à promouvoir pour des niveaux de master que pour des niveaux doctorat. Mais Maxence, tu en avais déjà un peu parlé, toi, non? Ouais, donc moi, la réponse est non. Nous, on ne recrute pas au niveau master. Donc, nous, c'est ici, c'est niveau doctorat. Ok. Nous, c'est un petit peu différent. Il y a des postes pour des bench chemistes ou plutôt des techniciens de laboratoire avec un master. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même type de poste. Donc si on a l'ambition de devenir chef de projet, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais on embauche avec les masters du coup à un niveau technicien de laboratoire. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui peut être, donc on peut parler un petit peu sur les différences. Nous, ici, le système en Amérique du Nord, il n'y a pas de technicien de laboratoire. C'est-à-dire que tous les gens qui remplissent les laboratoires chez nous, de toute façon, on ne recrute pas au master, ont un doctorat. Donc, les docteurs en chimie font le travail de paillasse et après, au fur et à mesure, prennent de plus en plus de responsabilités. Mais on n'a pas de technicien pour lancer les réactions ou faire des purifications ou des choses comme ça. Le chimiste médicinal s'occupe de sa réaction de A à Z, de la conception jusqu'à isoler le produit final. On n'a pas de poste de technicien ici. Merci à tous les deux. Donc, une question de Mégane sur le chat, qui est en M2 chimie santé et qui a deux questions. Donc, d'abord, elle ne voit pas trop comment faire la différence entre les métiers auxquels on peut postuler après une thèse, entre scientist, par exemple senior scientist, junior scientist, etc. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu les métiers auxquels on peut avoir accès après une thèse? Alors ça, je comprends la confusion parce que c'est très difficile, ça va dépendre des entreprises en fait. Donc les définitions sont différentes suivant les entreprises et suivant les pays. Donc il faut bien lire le descriptif en fait de la position et de ce qui est attendu de la position. Ah Maxence, je crois que c'est plus adressé à toi. Non, la 2 est zénique. Ah. Mais oui, c'est ça. En fait, ce qu'il faut regarder, il faut ouvrir l'offre d'emploi et regarder quel est le niveau requis. Si on demande un master ou alors un doctorat avec X années d'expérience. Sur certains postes plus seniors, vous allez voir, on vous demande d'avoir un doctorat en chimie organique plus 5 années d'expérience.
ou un master plus 12 ans, par exemple, des choses comme ça. Donc, faut vraiment lire dans la description du poste parce que les titres ne sont pas uniformes entre les entreprises. C'est quelque chose qu'il faut voir. Un principal scientist chez nous, et je pense chez vous, c'est pas tout à fait le même nombre d'années d'expérience, Léa. Il y a plein de choses qui peuvent varier, donc c'est difficile. Mais du coup, est-ce que vous pourriez expliquer en quoi consistent vos missions, du coup, enfin, les deux, que je vois la différence? Parce que du coup, vous avez le même titre de poste, mais j'arrive pas à m'imaginer concrètement ce que vous faites. Ok. Bah alors, donc, moi, principal scientist à Nukem, c'est le dernier poste avant de passer au niveau des directeurs, comme on appelle ça. Donc, en fait, par exemple, alors, je vais le refaire depuis le début. Donc, moi je suis leader de l'équipe de chimie et je suis aussi project leader dans le sens où je coordonne le projet. Donc, je gère mon équipe de chimie et je coordonne les efforts avec la biologie. Donc, ça peut être en assay cellulaire ou en DMPK. Et aussi, c'est moi le point de contact primaire avec notre client. Mais ce poste-là, je l'avais déjà avant, même quand j'étais senior 2. Le fait de passer principal scientist, c'est une reconnaissance de plein de choses et d'accomplissement sur ce projet-là, sur le projet sur lequel je travaille. Mais en gros, moi, je suis chef d'équipe et chef de projet. Ok. Et moi, Et vous, madame? ouais. Et moi, je suis chef de projet, mais je ne suis pas chef d'équipe. Il y aura un autre titre si on est chef d'équipe. On peut être principal scientist et chef d'équipe, ça c'est différent. Il y a deux. Peut-être qu'il faut décrire aussi qu'il y a peut-être plus deux types de carrière en fait, ou d'évolution de carrière, parce qu'il y a aussi l'évolution de carrière au niveau scientifique et le niveau que vous atteignez avec vos expériences et vos accomplissements. Et il y a une autre manière de faire carrière, c'est la carrière au niveau management. Et du coup, on peut devenir chef de groupe, chef de département, chef de chimie médicinale, et là aussi. Donc, il y a deux types de parcours, j'ai envie de dire. Donc, chez nous, c'est surtout le côté scientifique qui va avoir un titre, mais après, on a d'autres rôles qui sont indépendamment du niveau scientifique qu'on a obtenu avec nos accomplissements. Donc, moi, et le principal scientist, c'est quelqu'un qui va définitivement diriger un projet et qui a déjà pas mal d'expérience en chimie médicinale. Donc, qui est quand même déjà un chimiste médicinal avec, je sais pas, 5 ou 6, si ce n'est plus, d'années d'expérience. Et encore une fois, ça dépend aussi du parcours des personnes et des accomplissements qu'ils ont fait au sein de l'entreprise, en fait. Ok, merci. Est-ce que tu peux préciser Et comment? Est-ce que tu peux préciser ta dernière question? Ok. Parce que en fait, par exemple, je sais pas, pour moi, si on travaille, je sais pas, et qu'on vend des vêtements, on est rémunéré parce qu'on a vendu des vêtements, donc c'est cet argent-là qu'on gagne. Mais là, si par exemple, je sais pas, genre sur une année ou sur 5 années, il n'y a pas de médicament qui a été mis sur le marché, je comprends pas d'où vient le salaire, quoi. C'est-à-dire, ça, c'est pour moi ou pour Léa? Oui. C'est pour nous deux. Oui, parce qu'en fait, nous, on travaille pour des clients. Donc, c'est les clients qui ont l'argent, donc qui vont chercher des financements. De la même façon que dans la recherche académique, les gens viennent récupérer des financements pour faire leurs recherches. Les biotech, les pharma vont chercher des financements pour financer la campagne et la création d'un nouveau médicament. Et nous, on est payé par ces gens-là pour faire notre travail. C'est-à-dire que donc, nous, on n'a pas de problème d'aller chercher l'argent parce que nos clients l'ont et ils payent pour le travail qu'on fait. Après, pour Léa, elle va vous dire, mais en fait, par exemple, chez Roche, ils ont déjà plein de médicaments sur le marché, donc ils ont déjà des revenus qui sont fixes et à partir de ça, ils sont capables de mettre en place des nouveaux programmes. Je te laisse Léa, pardon. Non, Sur, oui, c'est ça, il y a des entrées sur le marché de médicaments de façon régulière. C'est pas parce qu'une année, peut-être qu'il n'y a pas eu d'entrée de médicaments qu'il n'y a pas d'entrée d'argent. Il y a une entrée d'argent régulière. Il y a aussi un moyen de protéger les informations qui est aussi sous forme de brevet, qui est aussi un moyen de gagner de l'argent en fait quand on est en industrie pharmaceutique.
Donc, notre salaire, il est régulier et normalement, il n'y a pas de souci par rapport à ça, si c'est la question ou la crainte. Après, il y a des années qui sont mieux que d'autres, effectivement, mais généralement, ça reste, on est rémunéré de façon régulière. Ok, Et super, merci beaucoup. puis aussi, ce qu'il faut que tu vois, c'est que donc les médicaments qui sont créés ou qui sont mis sur le marché ces dernières années, c'est pas, par exemple Léa en oncologie, c'est des médicaments que tu verras pas chez ton pharmacien ou moi quand je travaille sur des projets qui visent le système nerveux central, c'est des choses qui vont être utilisées dans des essais cliniques par les hôpitaux. C'est pas des choses qu'on va trouver à la grande distribution. C'est des choses qui sont plus confidentielles, donc toi tu le verras pas apparaître comme ça sur les tablettes de ta pharmacie. Mais Maxence, c'est effectivement un point très important. Il faut savoir que là, les projets sur lesquels on travaille, on va pas s'ils fonctionnent, on ne va pas les voir avant 10 ans, si ce n'est Oui. plus, sur le marché. Donc, en fait, les médicaments, c'est probablement nos collègues d'avant qui ont identifié ces médicaments et les ont mis sur le marché, en fait. Ouais. Merci beaucoup. Oui. D'autres questions? Alors, une question qui revient des fois, c'est comment vous prenez en compte les candidatures spontanées par rapport aux offres d'emploi que vous pouvez diffuser? Est-ce que vous retenez certaines candidatures spontanées? Alors, les candidatures spontanées, nous, ce qu'on fait, c'est que quand il y a peu de postes d'ouverts, notre département RH trie les CV et garde que les meilleurs CV. Et si jamais il y a un poste qui s'ouvre, effectivement, ces gens-là peuvent être recontactés. Mais il y a pas forcément, on ne va pas dire aux gens, ne vous inquiétez pas, on garde votre CV sur le côté si on ne sait pas quand est-ce que le prochain poste va ouvrir. Donc, les candidatures spontanées, c'est bien, mais c'est pas forcément lié à une réponse de notre part. Ouais, c'est un peu similaire de notre côté. Et je dirais, il faut. Donc, sur les sites internet, en fait, on peut faire un dossier. Donc, comme ça, le profil est déjà sur le site internet. Mais par contre, je dirais qu'il faut activement, régulièrement regarder et repostuler parce que c'est possible que ça reste chez RH ou alors que ce soit. Effectivement, comme il n'y aura pas de réponse, on n'est jamais très sûr si ça arrive jusqu'à chez nous. Donc, je relancerai toujours une candidature aussi. Et puis aussi, des fois, si c'est quelqu'un qu'on a reçu il y a 3 ou 4 mois, on se dit, ben, cette personne a déjà trouvé, donc peut-être que des candidatures plus récentes. Enfin, c'est assez compliqué. Les candidatures spontanées, c'est bien, je pense, plus dans les entreprises de plus petite échelle, je dirais. Parce que c'est vrai que je pense que vous, Léa, et nous, on reçoit quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de CV tous les jours. Donc, Et encore, ça passe par HR. Donc, oui, oui, nous aussi, c'est pareil. faut surtout pas hésiter à relancer, en fait. C'est ça que je veux dire. Ouais. D'autres questions? N'hésitez pas sur le chat, on a encore 5-10 minutes. 5 minutes. Donc, en attendant les prochaines questions, n'oubliez pas de vous inscrire à la SCT. Je vous rappelle que c'est gratuit pour les étudiants jusqu'au niveau master et c'est seulement 15 € pour les étudiants en thèse et en postdoc. Je pense que ça vous apportera beaucoup, notamment à travers le réseau, à travers la diffusion des newsletters mensuels. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, on vous encourage vivement à souscrire à la SCT tous les ans. Autre question? Bah, je pense qu'on va pouvoir. Ah, Prisca. Une question de curiosité. Ah, oh, pardon. Prisca, tu étais ton micro. On t'entend pas, Prisca. Quand vous recevez des CV, excusez-moi, qu'est-ce que vous allez regarder en priorité? Est-ce que vous allez regarder, par exemple, les compétences pour voir si ça correspond bien à ce que vous attendez? Ou est-ce que vous allez aussi prendre en compte
les publications, les communications orales, les participations à des congrès. Est-ce que ça, c'est un point qui est important pour l'industrie? Oui, ouais, tout est important. La qualité des publications, les congrès auxquels tu as pu assister, les formations que tu as qui sont complémentaires aussi des fois à la chimie, des choses, par exemple en communication. En fait, tout est important. Comme dit Léa, le marché est quand même assez compétitif sur certains postes. Donc forcément, tout est pris en compte. La qualité du doctorat, la qualité du postdoc, la qualité d'expression. La- Par exemple, d'avoir fait des présentations de posters, des communications orales pendant des congrès. Nous, ça montre aussi qu'ils sont des gens qui vont être capables de s'exprimer devant le client ou en meeting interne. Tout est valorisé et tout est valorisable. Tout est important. Encore une fois, c'est un moyen de vous démarquer en fait avec d'autres CV, hein. Donc effectivement, c'est difficile de vous donner une réponse exacte, mais effectivement, toutes les expériences que vous avez, vous devez les indiquer. C'est sûr que ça aide. Léon? Oui, merci. Donc, hors de curiosité, pour vous, Maxence, est-ce que vous êtes au Canada? Est-ce que vous travaillez avec des entreprises pharmaceutiques en Europe? Est-ce qu'il y a des collaborations? Et pour vous aussi, Madame Bush. Alors, pour être honnête, donc Nukem, c'est un petit peu, ça représente plusieurs entités. Donc, originellement, Nukem à Montréal avait un réseau très fort avec les biotech à Boston, parce qu'il y a énormément de biotech à Boston. Donc, nous, on travaille énormément avec les États-Unis, donc Boston et San Diego. Mais notre filiale, qui s'appelle Omega Chem, elle avait un gros contact avec Sanofi. Non, avec Servier, pardon, excusez-moi, avec Servier. Donc oui, il y avait des très fortes collaborations avec l'Europe. Et depuis quelques mois, donc comme ce que je disais, c'est qu'on a été racheté par Signature Discovery, qui est en Angleterre et qui, elle, travaille beaucoup avec l'Europe. Et donc, ce qui se passe, c'est que Nukem est en train de devenir la division Amérique du Nord de Signature Discovery. Donc, principalement, les contrats qui viennent d'Amérique du Nord sont traités en Amérique du Nord, parce que ça aide aussi pour la communication, le décalage horaire, tout ça. Et les contrats européens sont traités en Angleterre à Nottingham. Oui, et nous, on a beaucoup de collaborations et vraiment à l'international, hein, que ce soit l'Europe ou l'international, j'ai envie de dire. On travaille avec beaucoup de CRO différentes, encore une fois, Europe ou international, et beaucoup de biotech. Il y en a qui sont aux États-Unis, vraiment de partout, hein. Et d'ailleurs, si je reviens sur les CRO, je pense que justement, on essaie d'avoir des contacts variés, donc pas uniquement avec une ou deux CRO. C'était un peu sur la photo qu'on a montrée sur l'autre slide tout à l'heure. On essaie d'avoir beaucoup plus de CRO avec lesquels on travaille, comme ça on a plus de diversité. Donc, j'espère que ça répond à la question. Oui, merci. Une dernière question? On va pouvoir remercier Maxence et Léa, en tout cas, d'avoir répondu à toutes vos questions. Merci à vous d'avoir participé à cette session AMA. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous suivre, hein, sur les différents sites, euh, sur le site de la SCT, sur LinkedIn, sur Twitter. Voilà, et n'hésitez pas à poser vos questions sur l'adresse mail. Merci à tous d'avoir participé à cette session. Et puis, vous pourrez nous retrouver en février pour notre prochaine session AMA. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.